Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, je suis ravi d'animer cette nouvelle émission aujourd'hui, accompagné comme toujours par notre spécialiste technique, Bonjour Sam. très heureuse d'être là pour cette nouvelle exploration approfondie, Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment étonnant. parce que certains des plus grands serveurs multimédia au monde, des infrastructures gigantesques qui gèrent des millions de fichiers au quotidien, reposent sur un lecteur vidéo qui, si on l'ouvre sur un ordinateur personnel, n'affiche absolument rien. Ouais, c'est assez déroutant la première fois. C'est clair. Pas de bouton coloré, pas de menu déroulant pour naviguer, rien. Juste une fenêtre noire ou alors une simple ligne de texte clignotante dans un terminal. C'est très brut, c'est sûr. Et c'est justement là que notre analyse du jour devient passionnante. On va décortiquer les mécanismes de ce lecteur multimédia qui s'appelle MPV. Et pour mener à bien cette émission, on s'appuie sur des tests très concrets, issus du site officiel du projet, d'un dépôt de code public et d'une encyclopédie en ligne. Des tests vraiment riches, oui. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment un logiciel en ligne de commande, qui a l'air si dépouillé, si austère, a pu devenir l'un des moteurs de lecture vidéo les plus respectés et puissants de toute l'industrie. Et le point de départ, pour décrypter ce paradoxe, il se trouve dans la nature même du logiciel, telle qu'elle ressort massivement des tests qu'on a consultés. MPV est fondamentalement libre. Libre dans quel sens? Libre au sens de la liberté, tu vois. Ce que la culture informatique appelle free as in freedom. C'est pas juste une question de gratuité financière. Ah, d'accord, c'est une nuance importante. Absolument. Il s'agit d'une architecture ouverte qui refuse catégoriquement l'enfermement propriétaire. Les tests montrent qu'il est distribué sous des licences très spécifiques, la GPLv2 et la LGPLv2.1. Des licences qui protègent le code, en somme. Ça, elle crée un véritable rempart juridique. Ça garantit que le code source et toutes ses modifications futures, d'ailleurs, appartiendront toujours à la communauté. Bon, décortiquons tout cela, car le choix de la ligne de commande à notre époque mérite vraiment qu'on s'y arrête. Les tests indiquent que MPV rejette les interfaces graphiques traditionnelles. Ouais, il les évite au maximum. Il propose juste un contrôleur à l'écran ultra minimaliste, c'est ce qu'on appelle un OSC, pour On-Screen Controller, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et encore, il n'apparaît que quand on passe la souris dessus, juste pour des trucs basiques comme avancer ou reculer. Mais du coup, pourquoi s'infliger une telle austérité visuelle? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la philosophie derrière ce choix. Il faut voir l'interface graphique non pas comme une aide, mais plutôt comme un obstacle technique. Un obstacle? Enfin, je veux dire, les gens aiment bien les jolis menus d'habitude. Bah oui, mais en retirant ces interfaces lourdes, le logiciel reste extrêmement agile. Les concepteurs se disent que chaque pixel utilisé pour dessiner un menu transparent ou chaque effort du processeur pour animer un bouton de volume, c'est de la ressource volée à la vidéo elle-même. Ah, je vois l'idée. C'est marrant, ça me fait penser à une voiture de course allégée à l'extrême. Ouais, très bonne comparaison. Tu vois le genre? Pas de tableau de bord luxueux, pas de siège chauffant, pas de climatisation. Juste un volant, des pédales et le moteur le plus performant possible pour se concentrer uniquement sur la route, ou dans notre cas, sur la vidéo. Carrément. C'est la quête de l'efficacité brute. L'OS minimaliste, c'est vraiment une petite concession temporaire. Et encore une fois, le caractère libre du logiciel, sous ces fameuses licences GPL, permet à la communauté mondiale de se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire? La compatibilité universelle des formats et la performance brute, sans aucune publicité et surtout sans aucun pistage des utilisateurs. Mais là, je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'en supprimant l'interface graphique traditionnelle, on ne repousse pas la majorité du grand public? Enfin, la plupart des gens veulent juste double-cliquer et regarder leur film. C'est une excellente question, et c'est vrai que la version de base peut intimider. Mais l'absence d'interface lourde, ça libère la totalité des ressources système pour ce qui compte vraiment, le rendu visuel et sonore. Donc, un rendu sans compromis. Totalement. C'est là que la magie opère. D'ailleurs, les tests sur ce point sont assez incroyables. J'ai vu que MPV utilise des pilotes de sortie vidéo hyper pointus, basés sur OpenGL, Vulkan et D3D11. Ouais, c'est du lourd techniquement. Ça offre plus d'une centaine d'options pour gérer la qualité. Des filtres de mise à l'échelle, une gestion des couleurs de dingue, le support du HDL et même des shaders de pixels personnalisés. Et le décodage matériel via le GPU peut être activé à la demande pour soulager le processeur. Et c'est là tout l'intérêt. Le logiciel est minimaliste en apparence, mais le traitement algorithmique de l'image, lui, est colossal. Genre pour reconstruire une vieille vidéo de mauvaise qualité sur un grand écran récent. C'est l'exemple parfait. Avec les shaders, le lecteur analyse l'image, détecte les défauts de compression et génère mathématiquement les pixels manquants en temps réel.
C'est un processus hyper lourd, d'où l'importance de décharger ça sur la carte graphique, le GPU. Ah, d'accord, ça explique tout. Et le soin maniaque qu'ils mettent sur la vidéo, on le retrouve à l'identique sur l'audio. Les tests mettent en évidence un algorithme d'échelle audio assez bluffant. Le fameux WSOLA, c'est ça? Avec le paramètre ScalTempo 2. Ouais, ScalTempo 2. C'est très technique, mais son rôle est fondamental. Pour rendre ça concret pour notre public, cet algorithme, il sert surtout quand on accélère une vidéo. Tu sais, quand tu veux regarder une longue conférence ou un cours en vitesse x1,5 ou x2. Ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, oui. Mais normalement, quand tu accélères le son, la voix devient super aiguë. C'est le fameux effet voix de Tamiya, un peu cartoonesque. Ouais, c'est assez insupportable sur la durée. Eh bien, grâce à cet algorithme WSOLA, la vitesse augmente, mais la hauteur de la voix ne bouge pas. La personne parle plus vite, mais garde son ton naturel, avec une fluidité bien supérieure au vieux système qu'on connaissait. En fait, l'algorithme découpe le son en minuscules fragments, supprime ce qui est en trop et fond les ondes similaires les unes dans les autres de manière totalement imperceptible. C'est génial. Mais du coup, cette puissance brute, paramétrable en ligne de commande, ce serait quand même ultra intimidant si c'était pas un peu malléable, non? C'est là que la personnalisation entre en jeu et c'est un point majeur des tests. Ouais, j'ai noté cette histoire de script. Les tests révèlent que le lecteur est hautement personnalisable avec de petits programmes écrits en Lua. Des scripts très légers, oui, mais très puissants. Ça permet d'automatiser plein de trucs, genre recadrer automatiquement les bandes noires d'un film ou ajuster le taux de rafraîchissement de l'écran en fonction de la vidéo. Et ça va encore plus loin avec le web. Ah oui, l'intégration de YTDLP. Les tests montrent que MPV peut lire des vidéos en très haute définition, en streaming direct depuis plus de 1000 sites web. C'est un de ses points forts, clairement. C'est fou, ça remplace les lecteurs HTML5 des navigateurs qui sont souvent hyper lourds et pleins de pisteurs. Tu mets le lien et hop, ça aspire la vidéo pure sans tout le langage autour. Si l'on relie cela à une vision plus globale, c'est là qu'on comprend l'impact de sa nature libre. Comment ça? Joli bouton finalement. Absolument. Les tests citent des exemples très connus. Pour ceux qui sont sur macOS, il y a INA qui s'intègre parfaitement au design Apple. Sur Linux, on a Celluloid qu'on appelait GNOME MPV avant. Et sur Windows? Sur Windows, tu as SM Player par exemple, qui est très populaire. C'est quand même le paradoxe magnifique du logiciel libre. Les développeurs d'origine se tuent à construire un outil en ligne de commande, pur et dur, sans aucune fioriture. Et la seconde d'après, la communauté s'en empare pour construire des dizaines de lecteurs graphiques chaleureux et confortables par-dessus. C'est la beauté du modèle, oui. Le moteur gère la complexité mathématique et d'autres développeurs se concentrent uniquement sur l'ergonomie visuelle. Du coup, l'utilisateur clique sur Lecture et il n'a aucune idée qu'en dessous, c'est un monstre de ligne de commande qui fait tout le boulot. Et cette capacité à être enveloppée, à être intégrée ailleurs, ça va encore beaucoup plus loin. MPV, ce n'est pas seulement un lecteur pour les particuliers. C'est devenu une infrastructure logicielle, c'est ça? C'est une brique fondamentale, oui. Les tests insistent beaucoup sur une interface de bibliothèque appelée libMPV. Une API en C. Ouais, une API écrite en C. En gros, ça permet d'intégrer toute la puissance de MPV directement à l'intérieur d'autres applications. D'autres applications, genre des gros logiciels commerciaux. Absolument. Les tests soulignent que des géants comme Plex l'utilisent sous le capot. Et ce n'est pas juste pour lire la vidéo sur un écran de salon. Non. Non, MPV possède un sous-système d'encodage extrêmement performant. Il peut agir comme un transcodeur à la volée. Ah, donc il convertit les formats en direct. C'est ça. Imagine que tu déploies des architectures de serveurs multimédia hyper complexes. Genre pour diffuser des films sur plein d'appareils différents. Ouais, et ça demande énormément de ressources. Donc, quand des professionnels utilisent des infrastructures d'hébergement robustes, comme celles fournies par Contabo ou Infomaniac par exemple, Des grosses serveurs cloud, quoi. voilà. Pouvoir s'appuyer sur un moteur de transcodage comme libMPV, c'est un avantage stratégique colossal. Parce qu'il est super léger. Parce qu'il est léger, mais aussi thread safe. C'est-à-dire qu'il peut gérer plein de processus en parallèle sans planter. Il est robuste et surtout libre. Donc pas de frais de licence prohibitifs quand tu dois déployer ça sur des dizaines de serveurs chez Contabo ou Infomaniac. C'est très clair. Pour résumer l'idée, c'est comme le moteur d'un gros avion de ligne, en fait. J'aime bien cette image. Bah oui, les passagers, ils voient la cabine, les petits écrans dans les sièges, le confort. Ça, c'est l'interface Plex ou INA sur Mac. Mais ce qui fait réellement voler l'avion, de manière sécurisée et ultra performante face aux turbulences, c'est ce moteur invisible et super puissant caché sous les ailes. Et personne ne regarde sous les ailes pendant le vol.
Voilà. Le passager s'en fiche de la dynamique des fluides dans le réacteur. Tout ce qu'il veut, c'est que ça marche. Et c'est c'est tout à fait le rôle de l'API libMPV. C'est un travail d'ingénierie souterraine incroyable. Bon, essayons de récapituler un peu tout ça pour notre auditoire parce qu'on a vu beaucoup de choses. Ouais, un petit résumé s'impose. On est parti d'un logiciel en ligne de commande, Ouais. avec un écran noir, farouchement libre, un outil qui privilégie à 100% la qualité de rendu absolue, avec le support de Vulkan, les shaders, l'algorithme WSOLA pour le son. Et une flexibilité extrême avec les scripts Lua. C'est ça. Il sacrifie l'apparence au profit de la puissance, et au final, il devient le moteur caché de nombreuses autres applications que tout le monde utilise. Et c'est important de rappeler pourquoi c'est pertinent pour ceux qui nous écoutent de s'intéresser à ça. Ouais, pourquoi un devrait s'en soucier au fond? Parce que comprendre des outils comme MPV, c'est une façon de reprendre le contrôle de sa consommation numérique. C'est vrai qu'on a tendance à tout déléguer aujourd'hui. Carrément. C'est réaliser qu'au-delà des interfaces propriétaires très limitées, il existe des solutions libres, totalement transparentes. Des solutions capables de lire n'importe quel format, sur presque n'importe quel appareil, avec une qualité irréprochable et sans te pister. Et ça m'amène à une réflexion finale que je voulais partager avec notre public pour clôturer cette exploration. Je t'écoute. À l'heure où les applications commerciales deviennent de plus en plus monolithiques, des espèces de boîtes noires fermées et hyper gourmandes, est-ce que la véritable innovation aujourd'hui ne réside pas plutôt dans la création de moteurs purs et invisibles comme MPV? C'est une excellente question. Imaginez une seconde, si tous les logiciels de demain étaient construits comme ça, comme des blocs de construction libres et interchangeables, où le cœur mathématique est séparé de la carrosserie. À quoi ressemblerait notre écosystème technologique global? Ce serait radicalement différent, ça c'est sûr. Je laisse cette question en suspens pour encourager la réflexion personnelle de ceux qui nous écoutent. Merci encore pour ton expertise technique aujourd'hui. Merci à toi, c'était un vrai plaisir d'explorer ça ensemble.